11 jours après la découverte de ce cadavre, une tempête s'abattit sur le nord de la Nouvelle-Angleterre. La vie tournait au ralenti. L'hôpital où se trouvait Johnny ne faisait pas exception à la règle, car une partie du personnel éprouvait les pires difficultés pour se rendre à son lieu de travail. Une jeune infirmière, Alison Conover, peu après 9 heures, apporta son petit déjeuner à M. Starrett, un malade de la chambre 619. Il n'avait qu'une idée en tête, ce M. Starrett, fuir cette chambre, ou plus précisément la compagnie de ce mort-vivant étendu dans le lit voisin du sien. Il avait expliqué à sa femme que l'incessant murmure de l'appareil respiratoire de ce pauvre type l'empêchait de dormir. La télé marchait quand l'infirmière entra dans la chambre. M. Starrett était assis dans son lit, tenant la commande à distance du poste. Il n'arrivait pas à se décider. Devait-il couper l'émission en cours ou attendre le dessin animé qui suivait? S'il coupait la télé, il entendrait l'appareil respiratoire de Johnny. D'un autre côté, cette émission ne le passionnait pas. Et Dieu merci, l'infirmière fit diversion. Je ne vous attendais plus, lui dit-il, en contemplant avec tristesse le plateau du petit déjeuner. Jus d'orange, yaourt maigre et céréales. Il aurait vraiment aimé des œufs sur le plat, avec du beurre et 5 tranches de bacon bien gras. Il sortait d'une crise cardiaque, provoquée d'ailleurs par son régime précédent, ainsi que par sa cervelle d'oiseau, selon son médecin traitant. Il fait pas beau dehors, dit l'infirmière. Si malade lui avait déjà fait la remarque, comme quoi il ne l'attendait plus. Cela l'avait mise de mauvaise humeur. C'était une gentille fille, mais ce matin, elle avait la sensation d'être persécutée. Oh, pardon, s'excusa Starrett. Les routes sont coupées, c'est ça, et les effectifs sont réduits. Oui, c'est exactement ça, répondit-elle, un peu plus aimable. Starrett se redressa pour engloutir confortablement son petit déjeuner. Il baissa légèrement le son du téléviseur. Étant un peu sourd, sauf pour les bruits répétitifs, il faisait marcher la télévision très fort. Mais comme il l'avait expliqué à sa femme, son voisin ne s'était jamais plaint, il n'avait même jamais demandé ce qui se passait sur les autres chaînes. Il se rendait bien compte que ces plaisanteries étaient de mauvais goût, mais quand vous venez d'être victime d'une crise cardiaque, que vous venez à peine de la surmonter, que vous vous retrouvez dans un lit d'hôpital avec un régime alimentaire triste à pleurer, et que pour comble votre voisin de chambre est un vrai légume, il y a de quoi être de méchante humeur. Dans son lit, Johnny balbutia. Tout sur le 19. Vite, mon ami est malade. Ça va demanda l'infirmière, en élevant la voix pour se faire entendre. Starrett n'ayant que légèrement baissé le son de la télé. Oui, répondit Starrett, mais franchement, vos yaourts, c'est pas de la tarte. Dans son lit, Johnny répéta tout doucement. Tout sur le 19. Vous avez entendu questionna l'infirmière, incrédule. Elle jeta un coup d'œil à droite, à gauche. Elmer visait Bugs Bunny sur l'écran de la télé. Bon, c'est le poste. Qu'est-ce que vous croyez que ça peut être d'autre ronchonna Starrett. Oh, je sais pas, dit l'infirmière. Le vent, peut-être. Elle était fatiguée, elle en faisait trop depuis le début de la journée. Avant de sortir, elle jeta un coup d'œil sur l'autre malade. En quoi était-il différent des autres jours? Qu'est-ce qui avait changé en lui? Rien. Elle quitta la chambre, poussant dans le couloir le chariot avec les plateaux des petits déjeuners. C'était bien la matinée harassante à laquelle elle s'était attendue. Tout allait de travers, et elle commençait à avoir la migraine. Elle en oublia ce qu'elle avait entendu dans la chambre 619. Pourtant, au cours des jours qui suivirent, elle se surprit plusieurs fois à regarder Johnny Smith. Quand mars arriva, l'infirmière Allison était pratiquement certaine que l'état de ce malade s'était modifié. Il semblait perdre sa tendance à retrouver la position fétale, mais elle n'en dit rien aux médecins. Après tout, elle n'était que fille de salle, à peine un peu plus qu'une bonne à tout faire. C'est un rêve, se dit-il. L'endroit où il se trouvait était sombre, lugubre. Le plafond était trop haut et des murs d'acier poli s'ouvraient sur votre passage. Il était seul, mais une voix lui parvenait, une voix qu'il connaissait, et les mots qu'elle prononçait, il les avait déjà entendus en un autre lieu, en un autre temps. La voix lui faisait peur, sorte de gémissement renvoyé par les parois d'acier, comme le cri d'un oiseau captif. Un oiseau était entré dans l'atelier de son père, alors que Johnny était encore enfant, et affolé, il avait buté contre les murs jusqu'à en mourir. Et cette voix ressemblait au cri de l'oiseau. Elle butait contre les remparts de sa mémoire. Elle lui répétait « Et pourquoi? Pour que ce petit con arrive un soir à la maison et me dise que le président des États-Unis est un porc ?»« Attention !» disait Johnny à la voix. Mais attention à quoi? Il n'en savait rien. « Jésus !» hurla la voix. Puis un silence, et la voix reprit de la même façon. Et lui, Johnny, avançait à l'aveuglette, cherchant le propriétaire de cette voix. Ensemble, ils trouveraient peut-être une issue, mais le murmure était tellement lointain, écho d'un écho.
Il était seul et marchait dans un endroit sombre et lugubre. C'était plus qu'une illusion, plus trompeur qu'une hallucination. Il se trouvait dans les limbes, dans cet univers entre mort et vivant. Mais où marchait-il ainsi? Une roue tournait sans fin dans la nuit, la roue de l'avenir. Rouge, noir, vie et mort. Et sur quoi avait-il misé? Il ne pouvait pas s'en souvenir, sa propre existence constituait l'enjeu. Il avait fallu choisir, son ami était malade, il devait la raccompagner. L'endroit se fit moins obscur. La lumière devint bien trop vive pour n'être qu'une chimère. Les murs se rapprochèrent, devinrent palpables. Ils étaient ternes et gris et non d'acier poli. Il passa d'un crépuscule éblouissant à la douce lumière de Mars. Il se trouvait dans une chambre et entendait à présent d'autres voix. Il ne s'agissait plus d'échos inconnus, mais de voix réelles, parfaitement audibles et dont il parvenait à comprendre le message. De temps à autre, il lui arrivait d'ouvrir les yeux, à moins qu'il ne s'imaginât le faire. Il voyait celle à qui appartenait la voix. Elle se déplaçait, se penchait sur lui. Des anges, se dit-il. Il était dans l'au-delà, entouré d'anges. Le visage de l'ange se précisa. Sa mère, réclamant sourdement des choses étranges. Son père apparut aussitôt, puis le proviseur du lycée. Une infirmière, enfin, qu'il n'était pas sûr de connaître. Un sentiment nouveau se fit jour. Il prenait conscience d'un changement. Lui-même avait changé. Il n'aimait pas cette sensation, elle lui était répugnante. Et quelle qu'elle fût, cette modification n'était pas une bonne chose, mais plutôt le signe d'une défaite. Il sortait des ténèbres, démuni, alors qu'autrefois il avait été armé de tout ce qui, à présent, lui faisait défaut. C'était la fin du rêve, il retournait à la réalité. Une chambre, des gens qui parlent. Il eut envie de replonger dans les ténèbres, et pour toujours. L'obscurité, si elle était effrayante, était cependant préférable à ce sentiment de défaite. Il se retourna et vit une chaise en acier poli dans un coin de la chambre. La voix, écho inconnu, était celle d'un chauffeur de taxi. Il s'en souvenait à présent. La course en voiture, le chauffeur maudissant son fils aux cheveux trop longs. Des phares. 2 voitures de chaque côté d'une ligne blanche. Le choc. Pas de douleur. Simplement sa cuisse qui avait touché le compteur suffisamment durement pour le faire sortir de son logement. L'humidité, l'oubli, et maintenant ça, ici. Le visage de Sarah lui apparaissait, mais elle ne devait pas être présente, puisqu'elle ne se penchait pas sur lui alors qu'il l'attendait. Elle devait être ailleurs, anxieuse et désespérée, il allait lui demander de l'épouser. Le sentiment de défaite revint, plus intense, et cette fois Sarah y était mêlée. Mais son désir d'elle l'emporta, et il prit sa décision. Il tourna le dos aux ténèbres et regarda la pièce. Sarah avait disparu. Il n'y avait rien à côté de son lit qu'une chaise d'acier poli et des murs ternes. Une chambre d'hôpital, évidemment, pensa-t-il. Il s'appelait John Smith et son amie Sarah Bracknell. Il avait eu un terrible accident de voiture. Il devait s'estimer heureux d'être encore en vie. Il occupait probablement une chambre de l'hôpital de Cleve Mills ou bien du centre hospitalier du Maine. Selon son estimation, il devait s'y trouver depuis une semaine, 10 jours tout au plus. Il était temps de renaître. Il ouvrit les yeux. Nous étions le 17 mai 1975. Depuis longtemps, M. Starrett était rentré chez lui, avec en poche l'énoncé d'un régime draconien. À sa place, un vieil homme imbibé de morphine, rongé par un cancer, dormait. Le poste de télévision ne marchait pas. « Bonjour » chuchota Johnny. Il fut surpris par la faiblesse de sa voix. Il n'y avait pas de calendrier dans la chambre. D'aucune façon, il ne pouvait savoir qu'il avait été dans le coma pendant 4 ans. L'infirmière arriva quelques minutes plus tard. Elle se dirigea vers le lit du vieil homme, vérifia sa perfusion, alla dans la salle de bain et en ressortit avec un récipient de plastique bleu. Elle arrosa les fleurs en pot posées sur le rebord de la fenêtre, et Johnny la regardait faire, hésitant à user de ses cordes vocales affaiblies. Elle retourna dans la salle de bain, puis s'approcha du lit de Johnny. Leurs regards se croisèrent. « Elle ne sait pas que je suis réveillé. Mes yeux devaient rester toujours ouverts. » En arrangeant les oreillers, sa main toucha la nuque de Johnny. Elle était fraîche et réconfortante, et Johnny sut qu'elle avait 3 enfants, et que le plus jeune avait perdu l'usage d'un œil en faisant éclater un pétard le 4 juillet dernier. Il se prénommait Mark. Elle se redressa, lissa sa blouse de nylon sur ses hanches, et resta un moment indécise. Quelque chose avait changé dans le regard du malade. Elle le fixa pensivement, et s'apprêta à s'en aller. « Bonjour, Marie, dit Johnny. Elle sursauta. Ses mains se pressèrent sur sa poitrine à la recherche du petit crucifix pendu à une chaîne. « Oh, mon Dieu !» souffla-t-elle. « Vous avez repris connaissance ? Et comment cela s'est-il produit ?
Et comment savez-vous mon nom ?»« J'ai dû l'entendre, je suppose, dit Johnny. Il avait du mal à parler, sa bouche était affreusement sèche. Je vais descendre prévenir le docteur Brown et le docteur Veysac. Elle ne pouvait détacher son regard de Johnny, et ce dernier en conçut un certain malaise. J'ai changé demanda-t-il. Oh non, c'est pas ça, dit l'infirmière. Non, bien sûr, mais excusez-moi. Il regarda sa table de nuit. Une image pieuse y trônait. Elle avait jauni, s'était courbée, et Johnny sut à qui il la devait. Il examina le dessus de la table de nuit de son voisin. Elle était encombrée de cartes de vœux. La fille était sur le point de sortir de la chambre. « Infirmière !» appela-t-il. « Infirmière, où sont mes cartes de vœux? Personne ne m'a écrit. Lui, il en a, mais moi... » Il venait de désigner la tablette de son voisin. Elle se tint immobile sur le seuil de la chambre, sourit avec peine. « Je vais prévenir les médecins. » Elle lui cachait quelque chose. Johnny en était certain. Mais elle referma la porte derrière elle, avant qu'il n'ait eu le temps d'ajouter quoi que ce fût. Au bout d'un moment, il se rendormit. « Il était réveillé, » expliquait l'infirmière, Marie Michaud. « Il avait repris conscience. »« Oh, ne vous en faites pas. S'il s'est réveillé une fois, il se réveillera encore. Ce n'est qu'une question de... » Et Johnny rouvrit les yeux. Il reconnut Marie, voulut lui sourire, mais les muscles de son visage restaient figés et ses yeux étaient révulsés. « Il faut que mon organisme se réacclimate, pensa-t-il. Je devrais subir quelques traitements et ensuite tout ira bien. » L'infirmière venait de sursauter. Interloqué, le docteur Brown la regarda. « Que se passe-t-il »« Il parle de mon petit garçon, de mon petit Marc, répondit-elle. « Mais non, fit le docteur, il parle dans son sommeil, c'est tout. » Johnny cessa de marmonner et parut se réveiller tout à fait. « Marie, reprit-il, je m'étais assoupi, c'est ça ?»« Oui, répliqua le médecin, et vous parliez pendant votre sommeil. Vous rêviez ?»« Non, fit Johnny. Enfin, je n'en sais rien. Qu'est-ce que je racontais? Et puis d'abord, qui êtes-vous? Je suis le docteur James Brown, comme le chanteur, mais je suis neurologue. Et vous venez de dire, en dormant, je pense que tout ira bien quand ils l'auront opéré de la cornée. Hein, c'est bien ça, Marie? Oui, fit l'infirmière. Vous parliez de mon fils Marc. Il va subir une intervention chirurgicale, une opération de la cornée. Oh, je ne me souviens de rien, dit Johnny. Je devais dormir. Il semblait quelque peu inquiet. Je ne peux pas soulever mon bras, il est comme paralysé. Essayez de remuer vos doigts, dit le docteur. Johnny obtempéra. Son index puis son majeur bougèrent. Vous voyez, c'est parfait, reprit Brown. Comment vous appelez-vous? John Smith, répondit-il. Parfait, reprit le docteur. Marie, voulez-vous voir qui sera de garde en neurologie demain? Je voudrais procéder à certains examens sur Johnny. Mais ne prévenez surtout pas la presse. Bien, monsieur, fit l'infirmière, et elle les quitta. Docteur Brown, où sont mes cartes de vœux? Personne ne m'a écrit, demanda Johnny. Attendez, attendez, fit le médecin. Encore quelques petites questions. Vous rappelez-vous du prénom de votre mère? Oui, bien sûr, répondit-il. C'est Vera. Et le prénom de votre père? Herbe? Enfin, Herbert. Mais docteur, pourquoi avoir demandé à l'infirmière de ne pas prévenir la presse? En quoi puis-je intéresser les journalistes? Quelle est votre adresse? Demanda le docteur. RFD 1, Paonal, répondit Johnny. Puis il se tut et grimaça un sourire grotesque. Non, reprit-il, c'est 110 Main Street à Cleve Mills. Mais pourquoi diable vous ai-je donné l'adresse de mes parents? Et quel âge avez-vous à présent? Demanda le docteur. Regardez sur mon permis de conduire, répondit Johnny. Et dites-moi pourquoi je n'ai pas reçu de carte de vœux. Depuis combien de temps suis-je ici? Écoutez, reprit le médecin, nous répondrons à toutes vos questions, si par bonheur vous acceptez de nous laisser faire. Le médecin prenait des notes sur un bloc et se servait d'un stylo qui paraissait totalement inconnu à Johnny. On aurait dit un feutre en plastique bleu. Le simple fait de regarder ce stylo angoissait Johnny. Il prit la main du docteur dans la sienne. Il remuait ses bras avec difficulté, comme s'il pesait des tonnes. Il réussit pourtant à emprisonner la main du docteur, la serrant faiblement, touchant ce drôle de stylo qui traçait une fine ligne bleue, heurtée. Brown le regardait faire, d'abord avec étonnement, puis avec une réelle anxiété. Quand il retira sa main, Johnny n'eut pas la force de la retenir. Une seconde, les traits du visage du médecin accusèrent une horrible répulsion, comme si Johnny avait été lépreux. Puis son expression s'adoucit pour laisser la place à une simple perplexité.
Pourquoi avez-vous fait cela, monsieur Smith? Johnny restait pétrifié, comme s'il venait de prendre conscience d'une terrible vérité, trop terrible pour qu'on puisse la lui annoncer de sang-froid, mais il lui fallait pourtant le reconnaître. 55 mois. 55 mois, soupira Johnny, la voix brisée. Bientôt 5 ans. Oh mon Dieu, non. Monsieur Smith? Le médecin était tout à fait bouleversé. Je vous en prie, il ne faut pas vous agiter, c'est très mauvais pour vous. Johnny se souleva légèrement, puis se laissa retomber, le visage en sueur, les yeux exorbités. J'ai 27 ans, murmura Johnny. 27 ans, oh Seigneur. Brown eut du mal à déglutir. Ses pensées couraient follement, tournant tout autour de la même obsédante question. Comment a-t-il fait pour savoir? Il m'a touché, et il a su depuis combien de temps il était là. Une longue pratique professionnelle lui permit de se ressaisir, de reformuler le problème avec plus de rigueur. Il y avait un nombre incalculable de patients qui, après avoir sombré dans le coma le plus profond, s'étaient réveillés en ayant le souvenir de toutes sortes d'événements survenus pendant leur sommeil. L'électroencéphalogramme de Johnny n'avait jamais été plat. S'il l'avait été, d'ailleurs, il ne serait pas en train de converser avec lui. Le coma, dans certains cas, condamne le malade à vivre de l'autre côté du miroir, avec ses sens parfaitement en éveil et ses facultés mentales entières. L'infirmière fut de retour. « Le service de neurologie est prévenu, et le docteur Weizsack arrive. »« Il vaudrait mieux que Sam attende demain pour examiner M. Smith, » fit Brown. « Je voudrais qu'il prenne 5 mg de Valium. »« Oh, je ne veux pas de calmant, » s'insurgea Johnny. « Je veux sortir d'ici, je veux savoir ce qui s'est passé. »« Vous saurez tout en temps utile, » dit le docteur. « Pour l'instant, l'important est de vous reposer. »« Me reposer » fit Johnny. « Mais cela fait 4 ans et demi que je me repose. »« Oh alors, vous pouvez bien supporter 12 heures de repos supplémentaires, » répliqua le médecin imperturbable. L'infirmière passa un coton imbibé d'alcool sur l'avant-bras de Johnny. Il sentit à peine la piqûre. « Dites-moi seulement une chose, » demanda-t-il. « C'est quelle marque, votre stylo ?» Sa bouche devint pâteuse. Le médecin prenait une taille démesurée. Sa tête, devenue minuscule, surmontait un corps immense. Il répondit à Johnny. « Ça, c'est un flair, monsieur Smith. Maintenant, dormez. » Un flair, répétait une voix au fin fond de l'inconscience, telle une incantation. Herb avait reposé le combiné sur la fourche. Il le regarda et resta longtemps à le regarder. Le son de la télévision lui arrivait comme étouffé de la pièce voisine. Pourtant, le volume en était réglé au maximum, car il suivait la retransmission d'un match. « Mon fils, » se disait Herb. Vera avait prié pour un miracle, tandis que lui avait souhaité sa mort, et la prière de Vera avait été exaucée. Mais comment? Il entra dans le salon. Sa femme était assise, ses pieds chaussés de mule rose posés sur un pouf. Elle portait sa vieille robe de chambre grise et était en train de manger des pop-corn. Elle avait pris 20 kilos en 4 ans. Sa tension était trop forte, mais elle se refusait à suivre un régime. « Qui appelait » demanda-t-elle, sans cesser de suivre la course d'un ailier, porteur du ballon. Herb coupa le poste. « Herbert » s'étrangla-t-elle, manquant de renverser le paquet de pop-corn sur ses genoux. « Johnny a repris conscience, dit-il. »« Mais Herbert, c'était... » La phrase mourut dans sa gorge. Elle se tassa brusquement sur elle-même, comme écrasée par la formidable main d'un géant. Son mari la regardait, incapable d'en dire davantage. Il aurait voulu être fou de joie, mais il avait encore peur. « Johnny » fit-elle. « Notre Johnny ?»« Oui, » répondit-il. « Il a parlé au docteur Brown pendant près d'un quart d'heure. » Elle porta la main à sa bouche. Les pop-corns se répandirent sur le sol. Ses mains couvrirent le bas de son visage, ses yeux s'agrandirent à un point tel qu'Herbert prit peur. Puis ils se fermèrent et un petit murmure s'éleva. « Vera » fit Herbert. « Oh, mon Dieu » fit-elle. « Merci pour Johnny. Vous me l'avez rendu. Merci, mon Dieu. Je prierai tous les jours pour vous rendre grâce. » Le ton montait. Sa voix fut bientôt celle d'une hystérique. Herb s'avança alors, la saisit à bras-le-corps et la secoua. « C'est un miracle, Seigneur » continuait-elle. Il se croyait presque revenu en arrière, revenu à cette nuit terrible où ils avaient appris l'accident survenu à Johnny. « Mais Vera, calme-toi » fit-il. « Ça suffit !» Les yeux de sa femme s'assombrirent. « Alors tu es content, après toutes ces années à te moquer de moi parce que j'étais soi-disant folle, à dire partout que j'étais folle. »« Mais Vera, je n'ai jamais dit à qui que ce soit que tu étais folle, » dit Herbert. « Oh, tu le faisais comprendre avec tes airs, hurla-t-elle.
Mais on ne peut se moquer du Seigneur, n'est-ce pas? Non, approuva-t-il, on ne peut pas. Je te l'avais bien dit. Il faut que j'aille voir mon Johnny. Dieu a des projets pour lui. Il faut que je lui en parle. Elle se précipita vers l'armoire, en sortit seulement son manteau, semblant oublier qu'elle n'était vêtue que d'une vieille chemise de nuit et d'un vieux peignoir. Le visage illuminé, elle s'affaira, ses mules roses écrasant les pop-corns sur le tapis. « Vera, fit Herbert, il faut que je lui explique les projets de Dieu le concernant. Mais Vera, tu lui diras que tu l'aimes, que tu as prié, que tu l'as attendu et espéré. Qui en a plus le droit que toi? Tu es sa mère, tu as souffert pour lui, et moi aussi. Je n'ai pas réagi comme toi, mais moi aussi j'ai prié, attendu et espéré. Ah oui, vraiment, fit-elle. Le regard de sa femme s'était fait dur, incrédule, orgueilleux. Ah oui, répondit-il, et je vais te demander une chose. Ne parle pas de Dieu à Johnny, ni de ses miracles, ni de ses grands desseins. Attends qu'il soit à même de tout entendre, qu'il soit réhabitué à la vie. Oh, je lui dirai ce que j'ai à lui dire, reprit-elle. Et tu n'as pas le droit de me parler ainsi, tu n'as pas le droit. Mais je suis son père, fit-il, menaçant, et peut-être pour la dernière fois de ma vie. Et tu ferais bien de ne pas te mettre en travers, ni toi, ni Dieu, ni qui que ce soit. C'est compris? Elle lui lança un regard mauvais. Il doit se réhabituer à la vie, reprit-il. Reprendre les choses en cours lui sera assez difficile comme ça. Alors ne lui casse pas les oreilles avec tes bondieuseries. Oh, tu as osé, tu oses, fit Vera. Oui, si tu recommences tes sermons, Vera, je te sors en te tirant par les cheveux même, dit-il. Oh, tu ferais mieux de t'habiller, Herbert. Nous allons partir, dit-elle. Le voyage fut long et silencieux. La joie qu'ils auraient dû éprouver était absente. Il n'y avait que l'illumination fanatique de Vera et l'inquiétude du père. Le lendemain, à 9h moins le quart, Marie entra dans la chambre de Johnny. « Vos parents sont arrivés, dit-elle. Voulez-vous les voir ?»« Oh, bien sûr, répondit-il. Il se sentait mieux ce matin, plus solide, moins désorienté, mais l'idée de les revoir l'inquiétait tout de même. Dans son esprit, il les avait quittés depuis, disons, 5 mois. Il prit la main de l'infirmière. « Ils vont bien? Ils ont l'air comment ?»« Oh, ça se passera très bien, le rassura-t-elle. Mais n'oubliez pas, une demi-heure de visite, pas plus. Ce sont les ordres des médecins, et nous vous examinerons ensuite. »« Je me demande jusqu'à quel point j'ai envie d'être trituré dans tous les sens, » dit Johnny. Marie hésitait. « Il y a autre chose, s'enquit-il. »« Non, pas pour l'immédiat. Vous devez être anxieux de revoir vos parents. Je vous les envoie. » Il les attendit avec une grande nervosité. L'autre lit était vide. La porte s'ouvrit, ils entrèrent, et il fut à la fois surpris et soulagé. Surpris parce qu'ils avaient vieilli, soulagé parce qu'ils paraissaient en forme. Est-ce qu'on pouvait dire d'eux? On pouvait peut-être le dire de lui. Mais il savait qu'en lui quelque chose avait changé, une chose qui pouvait modifier radicalement son existence. Il ne put plus penser à rien. Sa mère l'étreignait violemment. Elle sentait la violette, comme à son habitude, et elle murmura interminablement « Merci, mon Dieu, merci !» Il l'embrassa du mieux qu'il put, mais il était sans force. Et l'espace d'une seconde, il eut une révélation et sut tout d'elle, tout ce qu'elle allait dire et faire. Puis cette sensation s'évanouit. Quand elle s'écarta, la joie ardente qui brillait dans les yeux de Johnny avait fait place à une lueur méditative. Les mots vinrent tout naturellement. « Prends tes médicaments, maman, et ça ira mieux. » Son père avait les larmes aux yeux. Il s'approcha à son tour. Il avait maigri, bien sûr, mais il était toujours le même homme, simple, bon, chaleureux et pudique. « Fils, dit-il en tendant la main, c'est bon de se retrouver. » Johnny prit la main de son père, ses longs doigts blêmes, fragiles, dans ce rouge et fort de herbe, et il fondit en larmes. « Je suis désolé, dit-il. Désolé, c'est... »« Oh, t'en fais pas, mon grand, fit sa mère en s'asseyant sur le lit. Elle était calme et sereine à présent, ayant renoncé à toute exaltation. « Pleure, si cela te fait du bien, ajouta-t-elle. Ce que fit Johnny. Herbe lui apprit que la tante Germaine était décédée. Vera lui raconta que les travaux du foyer communal de Pownall avaient été entrepris. Ils lui rapportèrent une foule de petites choses sur la vie quotidienne du comté, puis au bout d'un moment, Vera dit « J'espère que tu te rends compte que ta guérison est un miracle. Les médecins désespéraient, Johnny, mais dans Saint Matthieu, chapitre 1, nous... »« Oh, Vera !» coupa Herbe. « Oh, je le sais, maman, que c'est un miracle. Je le sais. »« Vraiment ?» demanda-t-elle. « Oui, oui, répondit Johnny.
et j'en parlerai avec toi dès que je serai en état de le faire. Bouche ouverte, elle le contemplait, ahurie. Johnny jeta un coup d'œil sur son père. Leurs regards se croisèrent un dixième de seconde, et Johnny décela chez son père un grand soulagement. C'est une conversion, déclara Vera. Mon fils a trouvé la foi, Seigneur. Vera, fit Herbe, il est préférable de prier le Seigneur à voix basse, surtout dans un hôpital. Oui, maman, ajouta Johnny, et je te parlerai de ma conversion plus tard, dès que je serai sorti d'ici. Tu vas venir à la maison, dit-elle. Là où tu as vécu, enfant, je te referai une santé. Johnny, au prix d'un certain effort, sourit. Maman, tu ne veux pas chercher l'infirmière et lui demander un jus de fruits? J'ai plus l'habitude de parler, et ma gorge est... Oh, mais oui, oui, j'y vais, fit-elle. Elle l'embrassa sur la joue et se leva. Tu es si maigre, ajouta-t-elle, mais tu verras, à la maison, je te ferai de bons petits plats. Et elle quitta enfin la chambre. Depuis combien de temps est-elle ainsi demanda Johnny à son père. C'est venu petit à petit depuis ton accident, répondit-il. Mais ça couvait avant, tu te souviens. Elle est... commença Johnny. Oh, j'en sais rien, dit Herbe. Certains diraient que oui, mais... Et toi, comment te sens-tu? Oh, je n'en ai encore aucune idée, répondit Johnny. Mais dis, papa, où est Sarah? Fils, ça m'ennuie d'avoir à te le dire, mais Sarah... Il s'assit à côté de son fils et lui prit la main. Sarah est mariée demanda Johnny. Herbe ne répondit pas. En détournant les yeux, il se contenta de hocher la tête. Je le redoutais, prononça Johnny d'une voix sourde. Elle est devenue Mrs. Walter Hazlett, répondit Herbe. Ça fera bientôt 3 ans. Il est avocat, et ils ont un petit garçon. Et tu sais, Johnny, personne ne pensait que tu pourrais en sortir. À part ta mère, bien sûr. Aucun espoir n'était permis. Les médecins disaient, et moi-même je te croyais perdu. C'est affreux, mais c'est la vérité. Il faut que tu nous comprennes, Sarah et moi. Il comprenait, mais il n'arrivait pas à le signifier. Il était vaincu, défait, vieux et malade. T'en fais pas, Johnny, reprit son père. Il te reste des choses à accomplir, de bonnes choses. Oui, répondit Johnny. Il faut que je m'y habitue, mais ce sera long. Je sais, fit Herbe. Et tu la vois toujours demanda Johnny. Nous nous écrivons de temps en temps, répondit Herbe. On a fait sa connaissance juste après l'accident. C'est une très gentille fille, vraiment. Elle travaille toujours à Clive Mills, mais elle compte s'arrêter en juin. Elle est heureuse, Johnny. Bien, fit Johnny faiblement. C'est déjà pas mal que quelqu'un le soit. Oh, allons, Johnny, fit Herbe. J'espère que vous ne faites pas des cachotteries derrière mon dos, s'enquit Vera à son retour dans la chambre. Tu n'as pas encore le droit au jus de fruits, mon petit, mais je t'ai apporté de l'eau fraîche. Merci, maman. Mais pourquoi ces visages si sévères demanda Vera. Eh bien, dit Herbe, je disais à Johnny qu'il allait devoir en mettre un drôle de coup pour se refaire une santé. Oh, tout ira bien, tu verras, Johnny, fit Vera. Tiens, maintenant, bois, c'est bon pour ce que tu as, et finis bien ton verre. Il lui obéit. C'était amer. Fermez les yeux, demanda le docteur Veysac. C'était un petit homme replet, au visage couronné d'une chevelure stupéfiante et agrémenté de larges favoris. Johnny n'en revenait pas. Une telle masse de cheveux sur un crâne? Il ferma les yeux. Les électrodes étaient posées. Le docteur Brown et une infirmière surveillaient le monitor et la feuille millimétrée sur laquelle s'imprimait un graphisme. Laissez-moi vous expliquer la méthode, fit Veysac. Je vais vous demander de vous représenter un certain nombre d'images. Vous disposerez d'1 seconde pour chaque induction. Il y en aura 20 en tout. D'accord? Oui, répondit Johnny. Parfait. Alors, commençons. Une orange sur une table. Johnny réfléchit, et il se représenta une petite table pliante. Dessus, une grosse orange, décentrée sur le plateau de la table. Sunkist imprimé sur la peau granuleuse. Parfait, commenta Veysac. Votre appareil voit mon orange s'étonna Johnny. Non, répondit le docteur. Enfin, si, de façon symbolique. La machine enregistre vos tensions cérébrales. Nous cherchons à localiser certaines zones, celles qui ont été lésées, mais poursuivons. Maintenant, figurez-vous un poste de télévision allumé, mais l'écran est vide. Johnny revit, se souvint de son téléviseur dans son appartement, l'écran gris-acier, lumineux. Parfait, fit le docteur. Et les tests se poursuivirent.
La 11e image était une table de pique-nique sur une pelouse verte. Johnny se concentra, mais il échoua, ne parvenant à se représenter qu'une chaise de jardin. Il fronça les sourcils. Quelque chose ne va pas s'inquiéta Veysac. Non, pas du tout, fit Johnny. Mais simplement. Il se concentra à nouveau. Pique-nique, assiette en carton, gobelet, couteau, fourchette en plastique, un barbecue. Son père a soif, il va faire griller la viande. Un hamac. Merde, pas de table de pique-nique. C'est bizarre, fit Johnny. Je n'arrive pas à me représenter une table de pique-nique. Peu importe, dit le docteur. Essayons l'image suivante. Une map monde posée sur un capot de camion. C'est plus facile, non? La 17e aussi était facile. Imaginez une baleinière au pied d'un panneau de signalisation routière. Mais qui conçoit ces tests se demanda Johnny. Il échouait le plus souvent. On le défie de ses électrodes. Pourquoi n'ai-je pas réussi à toutes ces questions fit Johnny, son regard allant de Veysac à Brown. Pourquoi répéta-t-il. Difficile de répondre dans l'état actuel des choses, répondit Brown. C'est une forme d'amnésie. Une minuscule zone de votre cerveau a été probablement touchée. Ceci pour expliquer cela. Avez-vous reçu un choc à la tête lorsque vous étiez enfant demanda le docteur Veysac. Johnny le regarda, stupéfait. Vous avez une cicatrice très vieille dans le cuir chevelu, et les statistiques semblent démontrer que les gens victimes d'un long coma sont ceux qui ont auparavant été victimes d'un traumatisme crânien, même anodin, comme si le cerveau, en quelque sorte, s'était préparé, craignant d'avoir à subir une nouvelle agression. Oh, cela n'est absolument pas prouvé, ajouta le docteur Brown, qui paraissait agacé par les propos de son confrère. La cicatrice est là, fit Veysac sans se démonter. Vous ne vous souvenez pas en quelles circonstances vous vous êtes blessé, là? Vous avez dû certainement vous évanouir. Une chute dans l'escalier, peut-être, ou une chute de vélo. Vous étiez enfant, la cicatrice est vieille. En avez-vous parlé à mes parents demanda Johnny. Oui, mais cela ne leur dit rien, répondit le docteur. Mais vous, faites un effort, essayez de vous souvenir. Il fit un effort, mais rien ne vint, sinon une vague réminiscence où il était question de fumée noire, épaisse, d'odeur de caoutchouc brûlé, de froid, de rien. Veysac soupira et haussa les épaules. Vous devez vous sentir las, fit-il. Nous allons vous laisser vous reposer. Oui, répondit Johnny. Mais avant, pourriez-vous me dire ce que vous a révélé l'examen du scanographe? Combien de temps ai-je encore à vivre? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Combien de temps ai-je encore à vivre? Coupa Brown. Eh bien, j'ai entendu dire que les gens victimes d'un long coma meurent prématurément, dit Johnny. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Veysac se mit à rire très fort. Son impressionnante chevelure secouait en tous sens. Vous nous prenez pour des enfants ou quoi? dit-il. Nous sommes des neurologues de grande renommée, et nous pouvons vous affirmer que rien de tel ne vous arrivera. N'est-ce pas, Jim? Oui, absolument, fit Brown. Vous avez un type au Texas qui est resté 7 ans dans le coma. Aujourd'hui, il travaille dans une banque, le plus normalement du monde, depuis 6 ans déjà. Mais pourrais-je vivre normalement, moi? demanda Johnny. Je ne peux pas allonger mes membres. Les ligaments se sont raccourcis, expliqua Veysac. Mais nous savons traiter ce genre d'inconvénients. Une rééducation appropriée et tout se réglera avec le temps. Cela risque de vous sembler long, Johnny, mais vous pouvez être assuré de la réussite de ce traitement. Ce sera long et douloureux, bien sûr, et il faudra vous opérer. Des interventions chirurgicales relativement peu pratiquées jusqu'à présent. Elles peuvent réussir définitivement, partiellement ou pas du tout. Mais ma conviction est que vous pourrez marcher à nouveau. Et sans que vous soyez à même de disputer des 110 mètres haies, vous pourrez courir et nager. Merci, murmura Johnny, à deux doigts des larmes. Il se sentit brutalement plein de reconnaissance pour ce médecin doté d'une étrange coupe de cheveux. Il parvint à se redresser, réussit à prendre la main du médecin. Oui, fit celui-ci avec un bon sourire. Qu'y a-t-il? Cet homme lui parut extraordinairement proche tout d'un coup, comme si Johnny connaissait tout de lui. Je voudrais votre portefeuille, demanda-t-il. Veysac eut un sursaut. Il échangea un coup d'œil avec Brown. Mon portefeuille? demanda-t-il. Oui, il y a dedans une photo de votre mère, et j'en ai besoin. Je vous en prie, insista Johnny. Mais comment le savez-vous? demanda Veysac. Je vous en prie, insista Johnny. Veysac fixa longuement Johnny, puis il tira de sous sa blouse un portefeuille informe et usé. Mais comment savez-vous que je porte sur moi une photo de ma mère? Elle est morte il y a si longtemps, quand les nazis ont occupé Varsovie.
Johnny lui arracha presque le portefeuille des mains. Ses doigts fébriles écartèrent, reçu, chèque annulé, papier divers et tickets usagés, coupons. Il trouva enfin une petite photo tout abîmée. Le portrait d'une jeune femme aux traits réguliers et fins, aux cheveux tirés en chignon. Johnny pressa la photo contre son cœur. Pendant un instant, tout fut obscur, puis apparut une charrette. Pas une charrette, un corbillard, tiré par des chevaux. Des lanternes voilées de noir, et le père de Weizsäck fut également présent. Sabre clair, en uniforme de l'armée polonaise, dressé sur ses étriers. Nous sommes à la fin de l'été 1939. Des hommes le suivent. Ils patauchent dans la boue. Un panzer les traque. Sa tourelle tourne. Les mitrailleuses crachent. Weizsäck est touché à l'abdomen. Le sabre lui échappe des mains. « Oh, il faut arrêter ça !» fit Brown. Sa voix était lointaine. « Vous vous agitez trop, Johnny !» Il semblait contrarié à présent. « Il est en transe !» fit Weizsäck. « Il transpire !» Johnny transpirait parce que la ville était en flammes. Il s'enfuit par dizaines de milliers. Un camion zigzague sur la chaussée pavée, bourré de soldats allemands. La jeune femme de la photo ne sourit plus, elle fuit. Elle n'a aucune raison de ne pas fuir. Son enfant est en sécurité. Le camion amorce un virage, son garde-boue la heurte de plein fouet. Elle est projetée dans la vitrine d'un horloger. Tous les carillons se mettent à sonner parce qu'il est l'heure. 6 heures, dit Johnny, les yeux révulsés. 6 heures, le 2 septembre 1939, et tous les coucous se sont mis à chanter. Seigneur, gémit Weizsäck. Mais que se passe-t-il? L'infirmière s'était reculée, effrayée. Johnny a peur, lui aussi. La hanche brisée de la jeune femme, l'homme dans le lit voisin à l'hôpital. Il a soif, il réclame de l'eau. « Il faut arrêter ça !» répète Brown. « Mais comment ?» fit Weizsäck, la voix mordante. « Il est déjà allé trop loin !» Les nuages sur l'Europe, sur des montagnes, la Suisse. Une femme est là. Elle s'appelle Johanna Barutz. Son mari est ingénieur des travaux publics. Il construit des ponts. Des ponts en Suisse, où il y a du lait. Un bébé. Un accouchement terrible. Elle a besoin de morphine à cause de sa hanche brisée. La voix de Johnny était altérée. On aurait cru qu'elle appartenait à une femme. « Au nom du ciel, fit Brown, quelle langue parle-t-il » Le polonais, s'écria Weizsäck blême, les yeux exorbités. Johnny se mit à chantonner. C'est une vieille berceuse polonaise, reprit Weizsäck. Seigneur, c'est inouï. Et Johnny reprit son énumération. Des ponts partout dans le monde, en Turquie, au Laos, en Virginie, un autre en Californie. Puis l'homme meurt. Helmut Barutz n'est plus. Sa femme s'installe à Carmel avec ses enfants, tous ses enfants. Elle vit avec eux en Californie. Ils grandissent. Elle assiste à la remise de leur diplôme. Sa hanche lui fait mal. L'un des enfants meurt au Vietnam. Les autres se dispersent. L'un d'eux construit des ponts. Johnny rouvrit les yeux. Il vit les deux médecins, regarda la photo dans le creux de sa main. Il se sentait mal, affreusement écœuré. « Johnny, fit Brown, comment vous sentez-vous »« Las, extrêmement las, répondit-il. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous est arrivé ?» Il regarda Weizsäck. « Mais votre mère est vivante, dit Johnny. »« Non, hurla le médecin, c'est impossible. Elle est morte en Pologne, à Varsovie, il y a plus de 30 ans. »« Non, un camion de l'armée allemande l'a heurtée, dit Johnny. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, amnésique. Elle s'est fait prénommer Johanna. À la fin de la guerre, elle a épousé un ingénieur en Suisse. Il construisait des ponts. Helmut Barutz. » Weizsäck restait pétrifié. L'infirmière et le docteur Brown s'agitèrent, comme s'ils cherchaient à trouver un appui alors qu'ils semblaient en proie au vertige. « Elle a eu 4 enfants avec Helmut Barutz, poursuivit Johnny, la voix voilée. Le couple prit la nationalité américaine. Le mari est mort, un des enfants également. Les autres ont réussi leur vie. Elle pense toujours à vous, sans même le savoir. Elle ne se souvient pas de votre nom. Elle vous avait confié à une nourrice juste avant l'entrée des nazis à Varsovie. Vous étiez en sécurité, elle pouvait fuir. Maintenant, elle vit en Californie. »« En Californie » reprit Weizsäck. « Sam, le coupa Brown, vous n'allez pas accréditer ce délire. »« Oui, en Californie, reprit Johnny, tout près de Carmel. Elle s'appelle Johanna Barutz. Elle n'est pas très âgée. »« Oh, non, certainement, ajouta Weizsäck, devenu pensif. Elle avait 24 ans en 1939. »« Docteur Weizsäck, recommença Brown, la voix mordante. Weizsäck semblait émerger d'un long rêve. Il jeta un coup d'œil autour de lui, légèrement affolé.
Oui, oui, certainement, dit-il à tout hasard. Nous en avons terminé avec les premiers tests d'induction, non? Il adressa aux trois témoins un sourire timide. Ce type a peur, pensa Johnny. Puis il prit à partie l'infirmière qui continuait de regarder Johnny comme s'il était victime d'une maladie incurable. Ne parlez à personne de ce qui vient de se passer dans cette pièce. À personne, vous m'entendez? Ayant retrouvé un ton très professionnel. Pas même à vos parents, frères ou fiancés. Est-ce bien compris? Oui, oui, docteur, acquiesça l'infirmière et battant en retraite. Elle n'en fera rien, se dit Johnny, et Veisac le sait parfaitement. Il dormit une bonne partie de l'après-midi. Vers 5 heures, il fut descendu dans le service de neurologie. Il devait y subir de nouveaux tests. Il eut peur et urina sous lui, en pleura, en conçut de la honte, puis se sentit extrêmement abattu, déprimé. Pour la première fois, et non pour la dernière, il voulait mourir. Il s'apitoyait sur son sort. On devait le changer comme un enfant ou comme un vieillard lorsqu'il faisait ses besoins. Il n'avait plus l'usage de ses membres. Sa petite amie s'était mariée, sa mère était devenue une hystérique de la foi. Il ne voyait dans tout cela aucune raison de vivre. De retour dans sa chambre, l'infirmière lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Non, dit-il, je n'ai besoin de rien. Puis il s'endormit. En fin de journée, ses parents vinrent une heure à son chevet. Sa mère lui donna des tracts religieux. Nous allons rester toute la semaine, fit Herbe. Nous rentrerons alors à la maison, si tout va bien. Mais nous reviendrons chaque week-end. Oh, je veux rester avec Johnny, fit Vera. Non, maman, répondit Johnny. Il était assez déprimé comme ça. Inutile que sa mère ne lui colle le bourdon avec ses bondieuseries. Il n'était pas en état d'y faire face. Mais tu as besoin de moi, Johnny. Besoin de moi pour t'expliquer que Dieu. Il faut d'abord que je me sente mieux, la coupa Johnny. Alors tu pourras m'expliquer tout ce que tu veux, d'accord? Elle resta silencieuse. Un vif étonnement, presque comique, se lisait sur son visage. Pourtant, il n'y avait rien de drôle dans tout cela, absolument rien. Afin de rompre le pesant silence, Johnny s'enquit. Est-ce que Nixon a été réélu? Et qui se présentait contre lui? Muskie? Non, répondit son père. C'était McGovern, le sénateur du Dakota du Sud. Il a gagné contre lui haut la main, mais il n'est plus président. Il a été viré. Viré? Demanda Johnny. Oui, c'était un homme qui vivait dans le mensonge, expliqua Vera. Et le Seigneur l'a puni. Nixon viré, répéta Johnny abasourdi. Oui, enfin c'est tout comme, reprit son père. Il a démissionné avant qu'on le foute à la porte. Une procédure d'empêchement était engagée contre lui. Les choses avaient bien changé, songea Johnny, mais jusqu'à quel point avaient-elles changé? Et c'est qui le président maintenant? Demanda-t-il. Ford, répondit son père. Gerald Ford. Ah bon? Pas Agnew? S'étonna Johnny, une fois encore. Non, il a démissionné lui aussi, répondit Herbe. Parce que c'était un voleur, ajouta Vera, les lèvres pincées. Oui, c'est une sale combine, fit Herbe. Ford a pris le relais, et Nelson Rockefeller est vice-président. Dieu nous garde, fit Vera. Un homme divorcé. Mais qu'a fait Nixon pour en arriver là? Demanda Johnny. Ah, c'est le Watergate, répondit Herbe. Et il lui expliqua par le détail tous les rebondissements du scandale des plombiers de la Maison-Blanche. Johnny se remettait à jour. À 22h30, Johnny, seul dans sa chambre, ne pouvait pas dormir. Tout dansait dans sa tête. Les grands rebondissements de la vie quotidienne américaine lui faisaient mesurer les bouleversements dont il n'avait pu être le témoin. L'essence avait augmenté, la guerre du Vietnam était finie. La vitesse des automobiles était limitée à 90 km à l'heure dans tout le pays. Nixon avait eu le temps de se rendre en Chine populaire juste avant son éviction. Si tout autre que son père lui avait rapporté de tels propos, Johnny aurait refusé de les écouter tant ils semblaient improbables. C'était incroyable, tout simplement effarant, cette accumulation de bouleversements. Tout avait donc changé? Tout, vraiment tout? La question était angoissante. Johnny? La voix était douce, et elle refit. Vous dormez, Johnny? Il se retourna et distingua vaguement dans l'entrebâillement de la porte la silhouette du docteur Veisac. Non, je ne dors pas, répondit-il. Puis-je entrer? Demanda le docteur. Oui, je vous en prie, répondit Johnny. Le médecin entra doucement. Il paraissait épuisé. Il s'assit sur le lit de Johnny. J'ai téléphoné à Carmel en Californie, dit-il, afin de vérifier vos propos. Vous savez, concernant une certaine Mrs. Johanna Barrett.
et j'ai obtenu son numéro de téléphone. Ah, fit Johnny. Cela lui faisait plaisir, non parce que cela confirmait ce qu'il avait assuré, il ne doutait pas une seconde que ces choses-là fussent vraies, mais parce qu'il aimait bien Veysac. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que vous m'avez raconté, fit le médecin. La mort de ma mère, effectivement, n'a jamais été prouvée de façon irréfutable. C'était simplement l'hypothèse la plus certaine. L'amnésie dont elle souffrirait, selon vous, cette amnésie totale, est extrêmement rare, voyez-vous. Plus rare encore que l'authentique schizophrénie. Elle n'est pas amnésique à proprement parler, fit Johnny. Disons qu'elle refoule un passé. Quand elle a retrouvé le souvenir de sa vie passée, elle était remariée, avait eu des enfants avec son nouveau mari. Sa vie était faite. Évoquer d'une vie précédente était affligeant, mais lui avez-vous téléphoné? Oui, souffla Veysac. Vous vous doutez bien qu'il m'était difficile d'agir autrement. Un jeune homme m'a répondu. J'ai demandé à parler à sa mère. Et alors? Fit Johnny. Alors? Fit le médecin. Eh bien, j'ai raccroché à ce moment-là, fit-il avec un sourire contraint. Pourquoi? Demanda Johnny. C'est votre mère. Johnny, reprit le médecin, j'avais 9 ans en 1939. J'ai tout oublié de la Pologne et de ma mère. Comment pourrais-je être certain qu'il s'agit bien de ma mère? Mais vous le savez parfaitement, dit Johnny. Vous savez que cette femme est votre mère. Vous n'en doutez pas une seconde. Le docteur Veysac pressa son front contre ses poings. Oui, reconnut-il en un murmure. Alors, pourquoi avoir refusé de lui parler? Demanda Johnny. Et pourquoi l'aurais-je fait? Dit le médecin en se redressant, la voix furieuse. Sa vie lui appartient. Pourquoi bouleverser la sérénité de ces dernières années? Pourquoi prendrais-je le risque de la faire souffrir, de raviver les blessures du passé? Hein? Pourquoi? Je ne sais pas, fit Johnny. Il ne pouvait apporter aucune réponse à ces interrogations douloureuses. Seul Veysac, en son âme et conscience, pouvait y répondre. Un pays entier nous sépare, une vie entière, reprit le médecin. Il faut l'accepter et laisser les choses en l'état, les respecter. Mais vous, Johnny, qu'allons-nous faire de vous? Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas, demanda Johnny. Eh bien, je vais vous expliquer. Brown est furieux après vous, après moi, furieux après lui, je suppose. Furieux d'avoir eu également à tenir compte de phénomènes que jusqu'à présent il considérait comme délirants, comme des foutaises, selon ses propres paroles. L'infirmière ne se taira pas. Elle est en train de tout raconter à son mari à la minute même où je vous parle. Il en parlera à ses collègues, et demain ce sera la presse avec gros titres. Un miraculé sorti d'un coma de 4 ans qui se réveille avec le don de seconde vue. Seconde vue? C'est comme ça que vous appelleriez la chose? Demanda Johnny. On s'en fout de l'appellation contrôlée. On glisse une photo sur votre poitrine, et vous voilà à même de dévoiler l'identité de la personne figurant sur le cliché, où elle habite, ce qu'elle fait, et vous pouvez peut-être aussi lire dans les pensées pendant que nous y sommes. Bref, vous êtes pourvu de tous les accessoires surnaturels du médium de music hall. Une grande carrière de charlatan vous attend, mon vieux. Le mystère du devin, Madame Soleil, tout ce qui faisait rire Brown. Mais rire n'est plus le mot. Depuis aujourd'hui, il ne rit plus, plus du tout. Il méprise cette quincaillerie. Il vous méprise. Et vous, docteur? Demanda Johnny. Là n'est pas la question. La question est, qu'allez-vous devenir, vous? Et faut-il vraiment trouver une réponse à cette question? Demanda Johnny. Je vois mal comment nous pourrions en faire l'impasse, fit Veysac en se levant. Pensez-y, et rappelez-vous ceci. Il y a des choses qu'il est préférable de ne pas voir, des choses qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre, qu'il est dangereux d'éclairer. La première opération de Johnny était prévue pour le 28 mai. Veysac et Brown lui avaient expliqué en détail la nature de l'intervention. Il subirait une anesthésie locale. Les deux médecins ne voulaient pas prendre le risque de pratiquer une anesthésie générale. Cette opération porterait sur les ligaments des genoux et des chevilles. Il serait rallongé par l'implant de fibres plastiques. Les risques post-opératoires ne portaient pas sur un rejet éventuel de cette matière synthétique. C'était l'adaptation musculaire qui était en cause. Si les résultats se montraient probants, on renouvellerait l'intervention. Cuisses, épaules, cou. Un chirurgien de renom opérerait. L'un des premiers à avoir pratiqué ce type d'intervention. Il venait de San Francisco. « Il faut au minimum ce type pour s'occuper de notre superstar », avait dit l'infirmière Marie. Qu'on le surnomme superstar amusait et dérangeait Johnny tout à la fois. « Vous méritez bien cette appellation pourtant », avait dit Veysac. « Peu de malades sont sortis d'un aussi long coma en ayant réussi à conserver presque intactes toutes leurs facultés intellectuelles. Et en tant que superstar, vous allez avoir droit à toutes les sophistications chirurgicales possibles et imaginables.
Vous innovez, en quelque sorte. Mais rassurez-vous, ces techniques ont déjà été testées pendant la guerre du Vietnam. On n'a pas manqué de trouver des cobayes parmi les vétérans qui encombraient les hôpitaux militaires. Ruap, le chirurgien, s'intéresse à vous parce qu'à ses yeux, vous constituez un cas rarissime. Refaire marcher un adulte qui est resté 4 ans immobile. Et faites-lui confiance, c'est un type très sûr. Il ne paye pas de mine. On dirait un petit employé de banque, mais c'est certainement l'un des meilleurs chirurgiens de ce pays. Allez, prenez ça avec le sourire, Johnny. Mais pour Johnny, il était difficile de sourire. 3 jours après l'épisode relatif à la mère de Veisak, un journaliste du Bangor Daily News était monté dans sa chambre et lui avait demandé s'il accordait des interviews. « Avez-vous obtenu l'autorisation du médecin ?» s'était enquis Johnny. Le journaliste, qui s'appelait Bright, avait souri en reconnaissant que non. « Vous êtes franc, dit Johnny. Je serais heureux de bavarder avec vous. »« Vous êtes une vedette comme je les aime, fit Bright, en s'installant au chevet de Johnny. Sa première question se rapportait aux circonstances de l'accident, puis, bien sûr, aux sensations de Johnny lorsqu'il était sorti de son coma. Et enfin, la raison profonde de cette entrevue fut abordée. Bright lui avoua qu'un informateur avait parlé de la sorte de don de seconde vue, de sixième sens dont il serait pourvu, et qui serait une des conséquences de son terrible accident. « Bref, vous me demandez si je suis médium ?» s'impatienta Johnny. Bright haussa les épaules. « Ouf, disons que c'est une bonne façon de rentrer dans le sujet, » fit le journaliste. Johnny avait beaucoup réfléchi à cet épisode et à ce que Veisak lui avait dit, et il en était venu à penser que Veisak avait eu raison de ne pas parler à sa mère. « Je ne suis pas plus médium que vous ne l'êtes, » fit Johnny. « Pourtant, » fit le journaliste, « mon informateur prétend... » « Eh bien, rien de ce qu'il peut prétendre n'est exact, » le coupa Johnny. Bright s'efforça de lui adresser un patient sourire. Il semblait hésiter. Devait-il retourner le client sur le grill ou bien jouer en finesse? Il tourna une page de son bloc-notes et interrogea Johnny sur ses projets. « Que comptez-vous faire lorsque vous quitterez l'hôpital ?»« Je n'y ai pas encore vraiment pensé, » répondit Johnny. « Je suis encore à me mettre dans le crâne que Gerald Ford est mon président. » Bright se mit à rire. « Ah, vous n'êtes pas le seul, mon vieux, » fit-il. « Sinon, je suppose que je reprendrai l'enseignement, » reprit John. « C'est tout ce que je peux faire, mais je vous le répète, je n'ai pas encore arrêté de décision, c'est bien trop tôt. » Bright le remercia et s'en alla. L'article parut 2 jours plus tard, la veille de son intervention chirurgicale. En haut de la première page, le gros titre annonçait « Johnny Smith affronte son passé ». 3 photos illustraient le papier. Johnny étudiant, le taxi retourné et broyé, et Johnny dans son lit d'hôpital. Nulle part il n'était question de sixième sens ou de seconde vue. « Comment avez-vous réussi cet exploit ?» lui demanda Veisak dans la soirée de la publication. « C'est un brave type, » répondit Johnny. « Voilà tout. »« Peut-être, » fit le médecin, « mais il ne renoncera pas facilement, surtout s'il est bon journaliste, et j'ai cru comprendre qu'il l'était. »« Vous avez cru comprendre ?» demanda Johnny. « Oui, je me suis renseigné, » répondit le médecin. « Et en songeant à protéger vos intérêts, bien sûr, » reprit Johnny. « Nous agissons tous pour le mieux, n'est-il pas vrai ?» fit le médecin. « Mais comment vous sentez-vous à la veille du grand jour? Nerveux ?»« Inquiet, plutôt, » répondit Johnny. « Je comprends, » fit Veisak. « Il en est de même pour moi. »« Assisterez-vous à l'opération, docteur ?» demanda Johnny. « Oui, en tant qu'observateur, » répondit-il. « Je serai au balcon. Vous ne pourrez pas me reconnaître, mais je serai là. »« Portez quelque chose qui me permette de vous reconnaître, » demanda Johnny. Veisak sourit. « D'accord. J'épinglerai ma montre sur ma blouse, ok ?»« Merci, » fit Johnny. « Et le docteur Brown assistera-t-il également aux réjouissances ?»« Non, le docteur Brown est à Washington, » répondit Veisak. « Il présente un exposé devant l'Académie de médecine. J'ai lu son travail, c'est bon, même peut-être trop. »« Et vous ne pouviez pas l'accompagner ?» demanda Johnny. Veisak haussa les épaules. « Je n'aime pas prendre l'avion, j'ai peur. »« Et peut-être aussi vouliez-vous me tenir compagnie ?» demanda Johnny. Veisak sourit, mais ne répondit pas. « Le docteur Brown ne m'aime pas beaucoup, n'est-ce pas ?» reprit Johnny. « Non, en effet, » répondit Veisak. « Il pense que vous cherchez à nous abuser, que vous cherchez à attirer l'attention sur votre cas. Mais ne le jugez pas là-dessus, Johnny, il est ainsi fait. C'est un homme brillant, mais ligoté par certains a priori. Ce qui échappe aux normes l'irrite, il le refuse. Pourtant, une grande carrière l'attend. Mais ne lui répétez jamais ce que je viens de vous confier. »« Comptez sur moi, » dit Johnny. « Bon, eh bien maintenant, reposez-vous, fit le médecin.
Une rude journée vous attend. Johnny ne vit que deux choses du célèbre chirurgien, sa paire de lunettes à lourde monture d'écaille et un gros bouton sur le côté gauche du front. Tout le reste était masqué. L'infirmière s'approcha avec la plus grosse seringue qu'il lui ait jamais été donné de voir. Il fut piqué entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire. L'injection fut douloureuse, comme il le redoutait. Allongé sur le ventre, il mordait son bras pour ne pas hurler. La douleur fit place à une terrible sensation de pression, comme si on le tenait violemment plaqué contre la table d'opération. « Tout va bien, monsieur Smith » s'enquit Ruap. « Oui, répondit-il, mais j'aimerais autant ne pas avoir à recommencer. »« Vous pouvez lire des magazines si vous le désirez, » dit le chirurgien. « La moitié inférieure de votre corps est sous novocaïne à présent. Ou bien, si vous le supportez, vous pouvez suivre votre opération dans ce miroir, là, au-dessus de vous. »« Je vais voir, » fit Johnny. « Parfait, » fit le médecin. « Pression sanguine » demanda-t-il aux assistants. « 1, 20, 70, 10, docteur, » répondit l'assistant. « Bien, alors commençons, » fit le chirurgien. Ruap choisit un scalpel et disparut derrière le champ. Le miroir était convexe et renvoyait une image déformée. Il pouvait suivre les mouvements du scalpel et les commentaires du chirurgien. Oui, la pince, s'il vous plaît. Puis il chantonnait, et à nouveau... Oui, là, parfait, voilà ce qu'il nous faut. Pince, infirmière. Mais réveillez-vous, pour l'amour de Dieu, vous finirez votre nuit plus tard. Donnez-moi, non, pas ça. Donnez-moi ce dont j'ai besoin, pas ce que je vous demande. Nous sommes bien d'accord, non ? Et Johnny fut incapable d'en voir davantage. Entendre Ruap était bien suffisant. Il tourna son regard vers le balcon et y surprit la présence de Veisac. Il portait effectivement sa montre épinglée sur sa blouse. Johnny eut un petit signe de tête. Veisac le lui rendit, et tout se passa bien. Ruap achevait ses ligatures. Johnny demanda à écouter de la musique. Son désir fut promptement satisfait. Tout était fini, on le plaça dans la salle de réanimation. Une infirmière lui demanda combien de ses doigts de pied elle tenait dans la main. Johnny lui donna la bonne réponse. Ruap entra à son tour, défit son masque de pilleur de banque. « Ça va » demanda-t-il. « Ça va » répondit Johnny. « Tout s'est bien passé » dit le chirurgien. « Je suis très optimiste. »« J'en suis heureux » dit Johnny. « Vous allez souffrir un peu maintenant » reprit le chirurgien. « Quelques douleurs » ajouta-t-il. « Assez sérieuses peut-être même. La rééducation qui va s'en suivre risque elle aussi d'être douloureuse, mais tenez bon. »« N'ayez crainte, je tiendrai le coup » murmura Johnny. Puis le chirurgien s'en alla. Sans doute va-t-il aller faire ses 18 trous, pensa Johnny. Quelques douleurs. 21 heures, tout était silencieux, et Johnny souffrait le martyre. Il ne devait pas bouger. Pourtant, une armée d'aiguilles meurtrissait ses jambes. Le temps ne passait pas. 5 minutes devenaient une heure de souffrance. Et, se disait-il, je ne supporterais pas cette douleur une minute de plus. Les minutes s'écoulèrent, et à sa souffrance physique s'ajouta un immense désarroi moral. Il le torturerait, jambes, bras, épaules, cou, tout le corps y passerait. Et la rééducation, marche, fauteuil roulant, béquille. Tenez bon. C'est vous qui tenez le bon bout, qui vous accrochez comme des fous. N'approchez pas, laissez-moi, laissez vos couteaux de boucher au vestiaire. Si c'est cela votre façon de m'aider, je la refuse. Douleur intolérable, inépuisable. Un liquide chaud inonda son ventre. Il venait de se pisser dessus. Johnny tourna son visage vers le mur et se mit à pleurer. 10 jours après l'opération chirurgicale, 15 avant la suivante, Johnny abandonna sa lecture des Hommes du Président de Woodward et Bernstein pour lever les yeux sur Sarah. Elle venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte où elle se tenait, indécise. « Sarah ? Est-ce possible » souffla-t-il. « Oui, Johnny, c'est moi » fit-elle la voix tremblante. Elle portait une élégante robe de toile verte et se servait de son petit sac à main marron comme d'un bouclier, le tenant devant elle. Ses cheveux étaient maintenus par un bandeau. Elle était belle. Il ressentit la morsure de la jalousie à la pensée qu'un autre homme que lui partageait son lit. « Entre » dit Johnny. Elle s'avança en hésitant. Et soudain, il se vit, tel qu'elle devait le voir, tassé sur lui-même, vêtu d'une pauvre robe de chambre fournie par l'administration hospitalière. « Tu vois, je me suis fait beau pour recevoir ta visite, » ricana-t-il. « Mais tu es très bien, » fit Sarah. Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. Elle s'assit, croisa ses jambes, tira machinalement sur sa robe pour la ramener sur ses genoux.
1000 souvenirs l'assaillaient. Ils se regardaient sans rien dire. Enfin, elle dit « Je ne savais pas si je devais venir te voir. »« Mais si, c'est bien que tu sois venu, » fit Johnny. Les répliques tenaient de la visite protocolaire, pensa-t-il tristement. « Et comment ça va » demanda-t-elle, comme pour lui donner raison. Il sourit. « Tu veux voir mes cicatrices, mes médailles ? J'ai subi le baptême du feu dans les règles, tu sais. » Il releva sa robe de chambre, découvrit ses jambes couturées. « Mon Dieu » fit-elle, devant les cicatrices rouges et boursouflées. « Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?»« Ils essayent de raccommoder des vieux bouts, » dit Johnny. Et il s'arrêta là, et elle s'était mise à pleurer. « Johnny, ne me parle pas comme ça, je t'en supplie. »« Excuse-moi, » fit Johnny. « J'essayais simplement de plaisanter. » Ou bien était-ce une façon déguisée de la remercier d'être venue le voir taillé en pièces ? « Comment peux-tu vouloir plaisanter avec de telles choses ?» demanda Sarah. Elle essuya ses larmes à grand-peine avec un mouchoir en papier, vite trempé. « Et quand te laisseront-ils sortir d'ici ?»« Les desseins des dieux et des médecins sont impénétrables, » dit Johnny. « Cet été, peut-être » demanda-t-elle. « Oh, je ne crois pas, » fit Johnny. « Johnny, je suis si malheureuse, » dit-elle en un murmure à peine audible. « J'ai voulu oublier tout ça, j'en perds le sommeil. Je me sens coupable. Si je n'avais pas été malade ce soir-là, si tu étais resté avec moi au lieu de rentrer en taxi. » Johnny acquiesça en souriant. « Tu te souviens de la roue de la fortune, Sarah » demanda Johnny. « Oui, et des 500 $ que tu as gagnés, » répondit-elle. « Tu sais, » reprit-il, « il y a quelque chose de drôle dans cette histoire. Les médecins pensent que je m'en suis tiré parce que, plus jeune, enfant, j'aurais déjà été blessé à la tête. Mon cerveau se serait préparé à une nouvelle agression, en quelque sorte. Étonnante hypothèse, non ? Le plus étrange, c'est que je ne me souviens nullement d'avoir été blessé enfant, et mes parents pas davantage. Pourtant, à chaque fois que j'essaye d'en retrouver le souvenir, je revois la roue de la fortune, et je sens une odeur de caoutchouc brûlé. Peut-être avais-tu été victime d'un accident de voiture ? Tenta-t-elle timidement. Non, il ne me semble pas, reprit Johnny. La roue avait valeur d'avertissement, et je n'en ai pas tenu compte. Elle s'agita sur son fauteuil, mal à l'aise. Effectivement, Johnny, tu n'en as pas tenu compte. Il haussa les épaules de dépit. Ainsi, j'ai vécu 4 ans de bonheur potentiel en une seule et unique soirée. Lentement, douloureusement, il souleva une jambe du coussin et la plia à angle droit, puis à nouveau l'étendit. Peut-être que ça va marcher, dit-il. Il y a une semaine, j'en étais incapable. Et puis, Johnny, dit Sarah, tu peux parler, tu jouis de toutes tes facultés. Nous pensions tous que... Oui, coupa-t-il, l'air lugubre, vous pensiez tous que je serais une sorte de légume. Il s'ensuivit un lourd silence, que Johnny le premier brisa, s'efforçant à la jovialité. « Et pour toi, comment va la vie ?»« Eh bien, je suis marié, » répondit Sarah. « Mais je pense que tu le sais. »« Oui, mon père me l'a dit. »« C'est un homme charmant, » fit Sarah. Puis, de façon précipitée, elle s'empressa d'ajouter. « Il m'était difficile de t'attendre, Johnny. Je suis désolé. Les médecins affirmaient que tu ne t'en sortirais pas, et même s'il y avait eu un espoir, elle semblait sur la défensive à présent, je crois que je ne t'aurais pas attendu. 4 ans, c'est long, affreusement long. C'est bien vrai, c'est terriblement long, dit Johnny. Truman est mort, Joplin, Jimi Hendrix aussi, et moi, j'étais entre parenthèses. Et toi, tu t'es esquivé. Je suis fautive, reconnut-elle d'une voix lasse, mais j'aime ce type, Johnny, je l'aime vraiment. Parfait, fit-il, c'est tout ce qui compte. Il s'appelle Walter Hazlett, et il... commença Sarah, mais Johnny la coupa. Sans vouloir trop t'offenser, parle-moi plutôt de ton fils. Oh, c'est un véritable petit amour, dit-elle. Il s'appelle Denis, et il a 7 mois à présent. Viens avec lui un jour, ça me ferait plaisir de le voir, dit Johnny. Promis, fit Sarah. Et ils s'adressèrent mutuellement des sourires faux, sachant parfaitement que rien de semblable ne se produirait jamais. « Johnny, as-tu besoin de quelque chose ?» demanda Sarah. « Seulement de toi et des 4 années qui viennent de s'écouler, pensa-t-il. « Non, de rien, tu es gentil, dit-il. Et tu enseignes toujours ?»« Oui, toujours, répondit-elle. Pour quelque temps encore. Et à part ça, tu sniffes toujours de la coke ?»« Oh, Johnny, fit-elle en riant, ne sois pas taquin, veux-tu ? » « Je n'ai pas changé, dit-il. Et le terrible silence s'abattit à nouveau sur eux.
Ils rythmaient leurs retrouvailles avec la régularité d'un métronome. « Est-ce que je pourrais revenir te voir » demanda Sarah. « Oh oui, ce serait gentil, » répondit-il. Il hésitait. Il ne voulait pas la quitter sur de telles banalités. Il ne voulait ni la blesser, ni l'humilier, simplement se montrer sincère. « Sarah, c'est très bien d'être venue me voir. »« Vraiment » demanda-t-elle. Elle souriait, mais ses lèvres tremblaient. « Je me posais la question, tu sais. C'était si difficile, si compliqué, cruel et injuste. J'aime mon mari, il est ambitieux, et il réussira, j'en suis sûr. Et là, je te vois, si diminuée. » Et elle se remit à pleurer. « Sarah, je t'en prie. »« Non, c'est cruel et injuste, sanglota-t-elle. Je hais cela. »« Mais c'est ainsi, reprit-il. Il faut savoir l'accepter. Allez, pars maintenant, mais reviens quand tu veux. »« Oui, reprit-elle, mais pardon d'avoir pleuré devant toi. Tu n'as pas besoin de cela, en plus. »« Oh, c'est pas grave, reprit Johnny. Et n'oublie pas, laisse tomber la cocaïne, c'est pas bon pour tes cloisons nasales. » Elle sourit et brutalement se leva, se baissa et l'embrassa vivement sur la bouche. « Guéris vite, dit-elle. Songeur, il la regarda, sur le point de sortir. « Tu ne l'as pas perdue, dit-il. »« Perdu quoi » fit-elle étonnée. « Ton alliance, tu ne l'as pas perdue à Montréal, reprit Johnny. Il avait porté la main à son front. Son visage ainsi se trouvait à moitié dans l'ombre, pour moitié dans la lumière. Elle se souvint du masque, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Elle eut peur, comme lors de cette soirée lointaine où il l'avait reçu masqué. Elle était effectivement partie à Montréal avec Walter pour leur voyage de noces. Comment Johnny pouvait-il le savoir? Son père le lui avait-il appris? C'était sûrement l'explication. Ça ne pouvait être que ça. Mais elle était la seule avec son mari à savoir qu'elle y avait perdu son alliance. Walter lui en avait acheté une autre aussitôt. Et personne n'avait été informé de l'incident. Le visage de Johnny se crispa. Il réussit finalement à sourire. Sa main retomba le long de son corps. « Elle n'était pas faite pour ton annulaire, dit Johnny. Trop grande. Tu faisais les bagages. Lui était sorti acheter je ne sais pas quoi. »« Il était allé dans une boutique de souvenirs, dit Sarah. Mais, Johnny, comment peux-tu savoir toutes ces choses? Comment peux-tu savoir que j'ai perdu mon alliance à Montréal? »« Elle n'était pas ajustée à ton doigt, dit Johnny. Tu comptais la reporter chez le bijoutier à ton retour. » Elle porta une main à sa gorge. Elle manquait d'air. Il avait ce regard perdu, dur, ce même regard qu'il avait eu le soir de la roue de la fortune. « Qui es-tu, Johnny? Que t'est-il arrivé ?» Le regard du convalescent s'assombrissait. Pour la femme, la pièce entière s'assombrissait. Elle avait envie de fuir. « Tu rangeais ta trousse de toilette, » continua Johnny. « Elle a glissé dans l'une des pochettes, et tu ne t'en es pas aperçu. » Il fut secoué par un petit rire discordant, inhabituel chez lui. « Elle s'y trouve toujours. Fouille dans ta trousse, et tu la retrouveras. » On fit tomber un objet dans le couloir derrière la porte. Johnny sursauta, son regard retrouva sa limpidité, sa franchise. Il remarqua le désarroi de la jeune femme qui se tenait pétrifiée devant lui. « Mais Sarah, que se passe-t-il ?»« Comment » murmura-t-elle. « Mais comment sais-tu toutes ces choses ?» Il comprit immédiatement et répondit. « Je l'ignore, Sarah, et je suis désolé si cela t'a... »« Il faut que je parte, Johnny, » le coupa-t-elle. « Denis est chez la gardienne. »« Oh, bien sûr, » fit Johnny. « Et pardon, tu sembles bouleversé. »« Comment as-tu pu savoir » fit-elle en partant. Il ne sut que hocher la tête. Sortie de la chambre, elle eut à peine le temps de trouver les toilettes. Elle s'y précipita, s'enferma dans une cabine et vomit. Brutalement, longtemps, et elle tira la chasse d'eau et se tint immobile devant la cuvette, les yeux clos, frissonnante, pas loin aussi de la crise de fou rire. La dernière fois qu'elle avait vu Johnny, elle avait vomi. Coïncidence? Elle porta d'une main à sa bouche, ne sachant si elle voulait retenir un cri ou un rire. Dans l'obscurité des toilettes, le monde parut basculer, tournoyer à une vitesse folle, comme une roue de la fortune. Elle n'alla pas chercher Denis chez la gardienne, mais retourna directement chez elle. La maison était silencieuse. Elle gravit l'étroit escalier qui conduisait au grenier, alluma les ampoules nues qui pendaient au bout de leur fil. Les bagages étaient rangés dans un coin. Ils portaient encore les étiquettes indiquant leur passage à Montréal. Elle ouvrit une des 3 valises, fouilla dans les poches latérales et ne trouva rien.
Elle se redressa, prit une profonde inspiration avant de se détendre légèrement, le sourire aux lèvres. Elle se jugeait ridicule, et aussi elle se sentait un peu déçue, mais soulagée surtout, incroyablement soulagée. Désolée, Johnny, pas d'alliance, se dit-elle. Elle remit les valises à leur place, en proie à un vague sentiment coupable. Tu n'as pas beaucoup cherché, n'est-ce pas, Sarah? En fait, tu as fait semblant. Sans doute n'aimerais-tu pas retrouver cette alliance. Ce serait donner raison à Johnny. Mais elle était en retard. Elle aurait déjà dû récupérer Dennis. Walter avait invité à dîner un important responsable de son cabinet. Elle devait écrire à son amie Betty Hackman, toujours en Ouganda, avec le Peace Corps. Elle devait nettoyer les 2 baignoires de la maison, se faire une mise en pli. Bref, elle n'avait rien à faire dans ce grenier poussiéreux. Pourtant, elle déplaça les valises une fois encore, les rouvrit, les fouilla consciencieusement. Elle trouva l'alliance dans l'une d'elles. Elle l'éleva à la hauteur d'une ampoule et put déchiffrer distinctement Walter et Sarah Hazlett, 9 juillet 1972. Elle contempla l'alliance un long moment. Elle rangea les valises, éteignit les lumières et quitta le grenier. Elle se changea, se défaisant de sa robe de toile salie dans les combles, en filant un pantalon et un chemisier léger. Elle alla chercher son fils chez Mrs. Labelle, la gardienne. Une fois de retour chez elle, elle laissa Denis dans le salon. Il entreprit de le traverser en rampant à une grande vitesse, tandis qu'elle préparait le rôti et épluchait les pommes de terre. Cela fait, elle alla dans le salon. Denis s'était endormi sur le tapis, elle le coucha dans son petit lit. En dépit de ses activités ménagères, son esprit gambergeait toujours. L'alliance, les propos de Johnny, il avait deviné la vérité. Et elle savait à quel instant précis il avait été capable de cette vision, lorsqu'elle l'avait embrassé, lorsqu'il s'était touché. Elle se sentait faible, sans ressort. Elle revoyait son regard perdu, dur, son sourire ironique, cynique même. Ses jambes couturées, son corps amaigri, son visage creusé, ses cheveux secs collés à son front par mèches peu fournies. Elle avait eu pourtant envie de l'embrasser, de l'étreindre. Elle surprit son reflet dans la glace de la salle de bain. « Ça suffit !» se dit-elle. Sa main dans la poche de son pantalon se referma sur l'alliance, et comme machinalement, comme on se défait d'un emballage de bonbons, elle la jeta dans l'eau bleutée de la cuvette des toilettes. Elle glissa, paresseusement, finit par reposer sur la faïence. Étrange spectacle, si un invité avait à se rendre à cet endroit, la alliance de la jeune mariée au fond de la cuvette. Elle avait la migraine, il faisait chaud dans le grenier, l'air y était irrespirable. Mais le souffle de Johnny, lors du baiser, avait été si doux. Elle tira la chasse d'eau. Le bruit lui parut énorme, sans doute parce qu'elle avait fermé les yeux. Quand elle les rouvrit, l'alliance avait disparu, perdue à nouveau, définitivement cette fois. Elle s'assit sur le bord de la baignoire, les tempes bourdonnantes. Elle ne retournerait plus voir Johnny, ce n'était pas une bonne chose, trop bouleversante. Walter avait un invité ce soir, voilà à quoi elle se devait de penser. Elle devait penser à l'amour qu'elle vouait à Walter, à Denis, endormi dans son petit lit. Elle devait assumer ses choix jusqu'à leurs conséquences les plus ultimes. Elle ne devait plus penser à John Smith. Le dîner